Merci d'avance. Ben Arthur, merci d'être là. Arthur qui Merci à nous fait toi, Olivier, pour l'invitation. l'honneur d'être là aussi, qui est quelques jours en vacances, avec un petit décalage horaire, donc il fait un peu plus tard chez lui. Donc très sympa d'être parmi nous, merci. Pas de souci, avec grand plaisir. Et d'abord, bah, félicitations pour une année 2022 assez exceptionnelle quand même, hein, faut le dire. Tu finis à ton meilleur classement, enfin tu as été 42 ATP, actuellement 44, meilleur joueur français du classement ATP, magnifique, hein, une finale, deux demi-finales, tu me dis si je dis des Alors, bêtises, plusieurs quarts de finale. Donc, t'as bien révisé. j'ai bien révisé. Donc là, comment tu vis un peu ce nouveau statut? Surtout, est-ce que bah, le fait d'être tout d'un coup le meilleur joueur au niveau du classement ATP français, il y a des choses qui ont changé dans ta vie? Ça se passe comment? Non, non, pas vraiment, vraiment pas. En tout cas, je cherche aucune différence déjà dans un premier temps, pour moi comme pour voilà ceux qui m'entourent, ceux qui m'aident au quotidien. On est tous plutôt raccord là-dessus. C'est une étape et évidemment c'est une très belle étape, donc il faut en profiter, faut la savourer. C'est pas tous les jours. Je pensais pas qu'un jour je pourrais dire que j'ai été ou je suis numéro un français. Mais donc c'est une très belle étape. Voilà. J'en suis fier, j'en profite, mais c'est vraiment qu'une étape en soi et la progression, j'espère, est encore devant moi et que j'arriverai encore voilà, à monter au classement et à gagner plein de beaux matchs. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, tu as encore une grande marge de progression. À Bâle, tu joues contre Rune et puis premier set, bah, ça tient bien jusqu'au tie-break. Qu'est-ce qui manque finalement pour pouvoir passer à ce stade en dessus? Après, on a vu Rune qui fait Bercy, un tournoi incroyable. Non, c'est sûr, enfin, pour revenir sur ce match, il a super bien joué. J'ai senti déjà qu'il était très en confiance, ça, c'est sûr. J'étais pas loin en premier set jusqu'au tie-break. Je pense que j'étais même plutôt assez conquérant par rapport à lui. Je dirais même plutôt un peu devant lui, mais ouais, je m'étais raté après. Et puis bon, j'avais déjà enchaîné beaucoup de matchs, donc j'avais un petit peu de fatigue et il joue très très bien, c'est vrai. Maintenant, pour battre voilà, ces joueurs du top 10, je pense qu'il manque encore un peu d'expérience, un peu de régularité sur les moments importants, voilà, tenir physiquement aussi. Donc un petit ensemble de tout, je pense, progresser de quelques pourcents dans pas mal de domaines. Et je pense que ça me donnera les chances voilà, de battre ces joueurs top 10 parce que j'ai eu la preuve que j'étais capable de battre ces joueurs top 20 multiples fois, mais top 10, j'ai pas encore réussi. Et c'est la marche encore un petit peu au-dessus, donc je pense qu'il faut encore peaufiner quelques détails pour passer cette étape et ce petit cap en plus. C'est un peu ce que disait à l'époque Pete Sampras, qui disait finalement la différence entre un top 10 ou un top 100, c'est que quand tu as un trou sur le top 100, bah c'est deux jeux, et puis le top 10, c'est 2 points. Ouais, tu payes cash tout de suite. Voilà, ils arrivent à vraiment optimiser leur moment fort et optimiser aussi leurs moments faibles voilà, en cédant le minimum de points et jeux. Voilà, on comprend totalement l'adversaire sur ces moments de match. Et ça, c'est la très grande force des meilleurs. Ouais, clairement, clairement. Si tu es d'accord, moi j'aimerais bien revenir un peu sur ton parcours parce que d'après ce que je sais, bah, avant aussi qu'on travaille ensemble, on s'était un peu intéressé sur qui tu étais, etc. On a commencé, bah, tu étais 250 à peu près hein, par là autour. Si Ouais, je dirais même un peu plus bas que ça. Hein, ouais, même un peu plus si je bas. ne me Hein. trompe pas. Ah ouais, on a Ouais, commencé fin 2018. Je pense que je devais même être aux alentours de la 330e place mondiale. ouais, c'est bien possible. Mais tu nous avais fait un bon dossier, ça nous avait convaincus. Ah, C'est l'avantage. j'ai dû bien faire ça. J'ai dû bien faire ça alors. Effectivement. Mais tu peux un peu nous expliquer, donc tu avais une maman qui avait été une très bonne joueuse de tennis, tu as un papa qui joue au tennis, c'est juste à Ouais. commencer à quel âge? J'ai commencé jeune, à 5-6 ans, dans le club de tennis où mon père enseignait. Voilà, tout jeune, à la raquette en main. Enfin, je tapais à peine des balles, je pense, à cet âge-là, mais j'étais sur le court. Ma maman m'a envoyé mes premières balles et voilà, j'ai pu commencer à frapper, prendre le rythme et j'ai adoré ça.
J'ai adoré le foot aussi, parce que j'ai joué beaucoup au foot pendant pas mal d'années. Et puis après, j'ai choisi le tennis quand il fallait choisir. Et voilà, je ne le regrette pas, je m'éclate. J'ai vécu plein de choses jusqu'ici et j'espère qu'il y aura encore de très bons moments. Mais là, quand dans les juniors français, dans les catégories U12, U14, U16, tu étais dans les meilleurs français ou bien tu étais un peu. Non. Non, non, surtout arrivé vers les 18 ans, je commençais à me rapprocher, mais mes 12 ans, j'étais vraiment plus loin, plus détaché. Je crois que je me suis même pas qualifié pour les championnats de France 12 ans, si je me rappelle bien. Je devais être allé dans les 20e français, dans les 14 ans, peut-être 10e français en 16 ans, et j'ai dû finir, aller peut-être 5, 6e français en junior, en 18 ans. Donc, non, non, j'ai jamais été dans les meilleurs. Je faisais mon petit bout de chemin à côté. J'ai jamais été dans les pôles France, qui étaient Poitiers ou Bouloris. Mais je me suis entraîné à la Ligue des Yvelines, qui était quand même voilà, soutenue par la fédération. Et, Ouais. voilà, j'ai passé mes années de collège, lycée, dans un établissement classique, avec des horaires aménagés, certes, pour me permettre de jouer un petit peu quand même, un peu tous les jours, mais avec des. Là, on était 3-4 dans ma classe à bénéficier de ces horaires. Enfin, toute la classe bénéficiait de nos horaires, mais grâce à ces 3-4 joueurs de tennis qui étaient dans la classe, dont moi. Et, C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, tu jouais vers les, je sais pas, 12-14 ans, tu jouais quoi, maximum 2 heures par jour ou même pas? ouais, mais je crois que ça a été un peu le cas jusqu'à mes 18 ans, ça a été presque le cas. Je ne jouais pas beaucoup plus que 2 heures par jour, non. Je faisais une petite séance physique et encore, j'ai très peu fait de. J'ai fait quelques séances physiques, mais par exemple, si on parle niveau musculation, moi, j'ai très peu fait de muscu jusqu'à mes 18 ans et au moment où je suis parti aux États-Unis. Avant ça, j'ai très peu fait de musculation. Euh, Mais sur est-ce que mes tu n'as années pas juniors. l'impression justement que là, par exemple, nous, on entend à la FEDEF, il faut que les joueurs jouent minimum entre 12 et 15 heures par semaine, etc. Il y a le physique et tout. Est-ce que tu n'as pas l'impression que, en tout cas moi qui ai aussi coaché Stéphane Bolly, qui a été numéro 3 suisse, à l'époque, Ouais. lui, il jouait pas tant que ça non plus. Est-ce que on fait pas trop Moi, jouer les jeunes? j'ai envie de dire, c'est propre à chacun. Je pense que chacun a son chemin ou sa façon d'évoluer. Et je pense qu'il y a des jeunes qui, forcément, on n'a pas tous la même précocité. Et je pense qu'il y a des jeunes qui ont besoin peut-être de retarder cette grosse phase de travail, d'autres qui devraient ou qui doivent la commencer plus tôt. Moi, pour le coup, je pense que j'étais pas très précoce. Mon corps était pas forcément très développé, donc je pense pas que qu'il fallait que voilà, je me mette des énormes tâches de travail voilà, mes années juniors. Donc après, ça a été aussi fait comme ça. C'est pas forcément moi qui l'ai décidé ou mon entraîneur qui l'a décidé, mais ça s'est fait comme ça. Et au final, je pense que c'était la bonne façon de faire pour moi, voilà, de me laisser jusqu'à mes 18 ans pour laisser mon corps grandir. Voilà, j'ai grandi très vite aussi. J'étais assez fin. J'aurais pu me laisser, je pense, avec des charges de muscu un peu trop intenses. Et pour autant, bah, j'ai pris le temps, je pense, voilà, de garder cette fraîcheur. J'ai jamais eu de blessure, quasiment jusqu'à mon poignet cette année. J'ai jamais eu une blessure qui m'a éloigné plus longtemps du cours que 2 à 3 semaines, quoi. Donc c'est que j'ai eu la chance qu'on s'occupe bien de moi et que je gère bien aussi les charges de travail. Et aux Ouais. États-Unis, voilà, il y a eu entre mes 18 et mes 22 ans, il y a eu voilà, des plus grosses charges où là, j'ai vraiment bien bossé, je me suis développé, je me suis étoffé physiquement, Alors, mais justement, encore une à fois, je pense 18 ans, intelligemment. à 18 ans, tu pars aux États-Unis, Ouais. c'est juste. Et puis, bon, bah, tu intègres une université. Et là, ça se passe comment? Le matin, il y a de l'entraînement ou c'est d'abord que des études et puis la journée, l'après-midi, c'est des Euh, entraînements? les journées sont chargées, bien plus chargées que ce que j'avais eu au lycée, même si déjà c'était pas évident parce qu'il y avait horaire aménagé, les devoirs, les entraînements, on faisait quelques tournois à droite à gauche sans trop rater l'école. Là, aux États-Unis, c'était encore plus intense. Je pense que c'était la marche encore au-dessus parce que bah, là, cette fois-ci, il y avait 2 heures et demie d'entraînement collectif par jour. Il y avait 1 heure d'entraînement individuel par jour, plus 1 heure à 1 heure et demie de séance physique par jour. Donc Ah là, ouais. en termes d'entraînement, tout de suite, on passe voilà, au niveau au-dessus. En tout cas, dans mon université, dans mon programme, c'était comme ça. Et c'est ce que je souhaitais, Aussi le évidemment. matin, c'était que l'après-midi ou le matin et l'après-midi? Comment c'était Non, pas alors ça dépend. Mes 2 premières années, on faisait 1 heure d'entraînement individuel le matin, puis l'après-midi,
On avait 2 heures et demie d'entraînement en tennis collectif, toute l'équipe, suivi du physique tout de suite. Donc, ça faisait, voilà, ça coupait un peu en deux. L'individuel le matin qui était léger, 1 heure, plus travailler la technique et tout ce qui va avec. Et l'après-midi, la grosse partie du travail. Et mes 2 dernières années, ils avaient décidé, les entraîneurs ont décidé de passer le physique le matin tôt. Donc, on attaquait à 6 heures, 6 heures et demie. On faisait 6 heures et demie, 8 heures. Donc, voilà, des levées de bonne heure. Mais bon, on était aussi débarrassé, donc ça nous permettait de libérer un peu plus le reste de la journée. Je partais après à l'école, j'avais classe pendant 2, 3 heures, 4 heures le matin, et je faisais mon heure d'indiv. Autour de midi, 1 heure par là, je déjeunais dans la foulée, je refaisais 2 heures et demie d'entraînement collectif à partir de 15h, 15h30. Et, voilà, et après, j'avais mes études du soir. Donc, ça faisait des belles journées. Je me couchais tôt, mais je me levais tôt aussi. Donc, c'était bien. Écoute, c'est un rythme à Et prendre. Moi, je me suis écouté. qu'est-ce qui t'a aussi plu dans ce, finalement, l'état d'esprit, un peu l'état d'esprit américain? S'il y a quelque chose qui, tu peux un peu nous expliquer, l'état d'esprit Non, l'état d'esprit était génial, évidemment. J'ai découvert de toute façon, à la base, déjà, je pensais que c'était la meilleure chose à faire pour moi. J'avais un bon niveau tennis, mais je pense que j'étais pas arrivé à la fin de mon histoire, donc je voulais continuer à jouer au tennis. Mais j'étais quand même assez lucide, mes parents étaient assez lucides aussi, merci à eux, voilà, de me dire qu'il fallait quand même que je continue les études parce que en même temps, avec mon niveau tennis que j'avais à ce moment-là, j'étais rien, enfin, j'avais rien acquis. Et voilà, les chances sont extrêmement minimes de réussir à quelque chose dans le tennis et d'en vivre surtout dans le futur. Donc j'ai continué à faire tennis-études. Et puis ouais, ça s'est bien passé. J'ai découvert une nouvelle culture, une nouvelle, voilà, comme tu l'as dit, une nouvelle physionomie de pensée par rapport au sport. Beaucoup plus sur peur de rien, on y va à fond, personne n'est plus fort, on est tous, voilà, on est tous là et on verra sur le terrain, et on donne le max et puis bah, si on a donné le max et qu'on perd, et bah, c'est comme ça et on retourne au travail. Donc voilà, c'est des valeurs que j'ai bien aimées, que j'essaie de garder le plus possible, même si maintenant je suis rentré en France, je m'entraîne en France, mais avec mon entraîneur actuel, en tout cas, c'est des valeurs qu'on garde et on essaie voilà, de travailler, entretenir au quotidien pour voilà, les garder en soi et que ça nous fasse avancer. Et puis aussi bien nourrir son cerveau. Moi, je ne m'occupe pas que des joueurs de tennis, hein. J'ai des joueurs de hockey, de foot, enfin beaucoup de sports, et des professionnels qui, pour certains, s'entraînent que le soir, ils font rien toute la journée. Donc, ils végètent un peu. Et je pense que c'est aussi important de nourrir son cerveau, pas que de travailler que sa technique et son physique. Non, c'est sûr, c'est sûr. Moi, voilà, il y a pas mal de sujets qui m'intéressent en dehors du tennis, que ce soit le tennis, le business du tennis ou le business en général, voilà, en dehors du sport. J'aime être intéressé par pas mal de choses. C'est pour ça que j'ai fait des études aussi, voilà, hors sport, hors tennis, euh, parce que c'est des sujets qui m'intéressent. J'aime discuter, j'aime rencontrer des gens, voilà, découvrir ces personnes avec ces valeurs différentes partout dans le monde. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc voilà, j'en profite. Comme Et ce soir, justement, cet là, échange est très agréable. au niveau ouais, tout à fait, au niveau du mental, moi je trouve que dans le sport, à l'heure actuelle, le mental, ça reste encore assez stable. Je ne sais pas si là-bas, il y avait des gens qui s'occupaient de vous au niveau de la prépa mentale. Toi, tu fais un travail spécifique au niveau de la prépa mentale ou bien c'est inné chez toi? Inné, j'aimerais bien dire que c'est inné, ça serait beau, mais je me vanterais un petit peu trop, je pense. Mais non, je travaille pas avec un préparateur mental en particulier. À vrai dire, j'ai jamais vraiment travaillé avec qui que ce soit. J'ai fait une ou deux séances, mais ça m'avait pas forcément. Tu m'entends, Oui, Olivier? oui, très bien. Ouais. Ouais, je disais, j'ai fait une ou deux séances, mais ça m'a jamais trop plu, jamais trop réussi. Moi, je considère que c'est plutôt la tâche de l'entraîneur qui est avec toi toute la journée, enfin, tous les jours, à l'entraînement, en match. Il n'y a personne qui te connaît mieux que lui en fait sur le court et par rapport au tennis. Donc, je pense que c'est avec lui qu'il faut beaucoup échanger et que au final, ces séances mentales se font avec lui. Ouais, ah, d'accord, ok. Après, bah, c'est aussi parce que C'est mon point de peut-être. vue. Je dis pas du tout que c'est le bon, mais c'est mon point de vue. Moi, je suis plus Ouais. sur cet aspect-là. Ça, c'est la fin. On a loupé le début.
Allô. Allô. Olivier, tu as perdu le son. Ah, c'est bon, là, on m'entend de nouveau? Ouais. C'est bon, toi, vous. Ok, donc ouais, si je reviens aussi sur pourquoi je pose aussi cette question par rapport au mental, typiquement le tournoi de Bercy, Ouais. bah, c'est là, tac, t'arrives, tu joues super bien à balle, on t'attend quand même un peu, en fait je dis on, hein, certainement le public français à Bercy, et puis clairement c'est un match difficile pour toi. Mais Ouais, c'est un match. tu restes concentré, tu t'énerves pas. Comment tu te dis à un moment donné, ça va mieux, ça va revenir sur ton vrai niveau de jeu parce que tu me permets, je pense que tu n'as pas joué à ton vrai niveau. Comment Non, ça c'est se sûr. passe? Non, le match est compliqué. À vrai dire, voilà, c'est quelque chose sur lequel on va continuer de travailler avec mon entraîneur. J'ai pas encore réussi à tout mettre bien en place quand je suis à Bercy ou même à Roland-Garros. J'ai des passages qui sont bons, mais j'ai pas réussi à avoir cette régularité que j'ai sur les autres tournois, même que ce soit en France. Mais pour l'instant, à Bercy et à Roland-Garros, j'ai eu un peu plus de mal. Euh, C'était pas un bon match du tout à Bercy. Je suis arrivé en même temps aussi un petit peu fatigué. J'avais beaucoup enchaîné les semaines précédentes, puis beaucoup enchaîné à Bâle. Les conditions n'étaient pas vraiment les mêmes. Puis voilà, j'avais quand même une énorme envie de bien faire. Évidemment, Ouais. ce petit stress d'envie qui est très bon, mais ce petit stress d'envie avec la fatigue et en fait, voilà, la fatigue et l'envie de bien faire, c'est pas toujours un super mix et j'ai pas très bien géré le match. Voilà, comme tu l'as dit, je me suis accroché, hein, j'ai fait le match, j'ai rien lâché, j'ai cru que ça allait tourner sur la fin. Et puis bon, il faut aussi dire que Draper avait bien joué et pas forcément voilà, laisser revenir. Donc, malheureusement, ça s'est pas fait. J'aurais aimé retourner le truc, au moins enflammer un peu le match et voir ce qui se passe sur une fin de second ou un troisième set avec le public qui me porte. Mais ça s'est pas fait. Donc, c'est comme ça. Je considère que j'ai fait le maximum. C'était pas un bon maximum, mais c'était un vrai maximum, en tout cas ce jour-là. Donc voilà, je vais continuer à travailler là-dessus et j'espère faire des bons matchs et gagner des beaux matchs à Paris dans le futur. Là, justement, par rapport au tournoi du Grand Chelem maintenant, qu'est-ce qui manque encore pour vraiment commencer à passer plusieurs tours? Bon, il faut avoir des bons tirages, ça aide quand même. Mais après, c'est aussi 5-7. Moi, je pense que physiquement, tu es quand même très, très bien préparé. En plus, tu bois les bonnes boissons des fois. Donc, à la base, qu'est-ce qui finalement maintenant manque pour passer quelques tours dans les Grands Chelems? Écoute, déjà, comme tu l'as dit, physiquement d'être bien. Alors, j'ai toujours bien tenu les matchs. Cette année, c'était difficile sur 3 des 4 grands chelems que j'ai joué, en fait, parce que en Australie, je passe mon premier tour où je suis bien dans mon jeu. Voilà, je passe le premier tour qui était difficile. J'avais un deuxième tour qui était à ma portée, je pense, vraiment capable de le gagner. Et puis, je me suis blessé au poignet, j'ai pas pu jouer, je suis pas rentré sur le court, donc j'ai dû faire WO. Donc ça, c'était compliqué. Après, j'ai joué à Roland-Garros. J'ai repris une semaine avant Roland-Garros, toujours de cette blessure du poignet. Donc, en fait, j'étais pas du tout en état de jouer à Roland-Garros. Mais évidemment, ce tournoi qui me porte tellement à cœur que j'ai voulu aller sur le court. Alors, j'étais pas capable. J'étais pas capable, faut dire les choses. Donc, c'était pareil, voilà, délicat de faire un bon résultat. Et je suis arrivé à Wimbledon. Bah, je me suis blessé à la cuisse parce que mon poignet n'allait pas. Donc, j'ai compensé. C'est une longue histoire. Toi, Olivier, tu connais l'histoire, mais je vais pas révéler tous les détails. Donc, j'étais pas en capacité de jouer à 100% non plus. Et en fait, c'est que à l'US Open où j'étais à 100% et capable de donner le meilleur de moi-même. Et puis, j'ai joué un très bon Medvedev au deuxième tour. On connaît Medvedev à l'US Open. Il a gagné le tournoi l'année d'avant. Donc, c'était pas une mince affaire. Mais voilà, il se passe plein de choses dans la vie du joueur et du coach au quotidien. Et voilà, je n'étais pas forcément dans les meilleures dispositions non plus. Donc, j'espère que cette année, ça va nous sourire un petit peu plus et qu'on Ouais, pourra, comme tu dis, faire un beau run. ouais, ça, c'est aussi assez fou parce que finalement, pendant 4 mois, on peut dire, hein, quasiment, tu n'as pas pu jouer du tout à ton niveau. Donc, tu finis à un moment donné 42, 44 sans jouer un tiers de l'année, on pourrait quasiment dire.
Ouais, c'est pour ça qu'on va se satisfaire de cette année, évidemment, hein, parce que si en fin juillet, on m'avait dit que je finirais à un meilleur classement que celui auquel j'ai fini l'année dernière, j'aurais signé tous les jours parce que en fait, je pouvais même pas me défendre au final à ce moment-là. Ça faisait depuis février entre février et juillet où enfin, je suis même pas sûr d'avoir pu jouer un match à 100%. Donc c'était délicat. Je pouvais pas vraiment, je voyais pas le bout du tunnel en fait. Et puis finalement, ce bout du tunnel est arrivé début août. Donc j'ai pu faire une belle fin de saison en enchaînant les matchs. Et ça, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'adore. Donc ça m'a permis de gagner des matchs et de repartir, remettre la marche en avant et finir voilà, à ce classement maintenant. Ouais, parce Donc oui, c'était assez inespéré. Maintenant, Ouais, parce que maintenant, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas super bien le tennis, il y a quand même une pression de dingue. Parce que là, tu recommences en début d'année, tu as quand même une finale à défendre. Et ça, toi, tu y penses ou vous jouez, tu te dis de toute façon sur l'ensemble de l'année, mais d'un autre côté, tu sais que si ça se passe moins bien, bah, tu entres moins facilement dans des bons tournois. Comment tu gères cette pression? Parce que c'est quand même pas facile à la gérer. non, c'est le renouvellement, c'est le système du tennis, c'est le renouvellement des 12 mois, où on continue, en fait, tu perds et tu gagnes tes points. Et certes, il y a des mois où tu as un peu plus de points, des mois où tu en as moins, mais voilà, on travaille sur ça avec mon entraîneur encore une fois. Si on s'entraîne bien, qu'on travaille bien, qu'on progresse, en fait, les victoires, elles viendront. Donc, il n'y a pas de il n'y aura pas de surprise. Si j'arrive à faire une bonne préparation, je suis pas inquiet. Je fais un bon mois de janvier. Et si j'ai voilà, les points à défendre, et ben, si ça se trouve, je les compenserai. J'en gagnerai même encore plus. Voilà, c'est aussi l'avantage quand tu montes au classement de plus en plus. Il y a de plus en plus de points. Et donc, forcément, quand tu en perds, ben, en fait, ça t'affecte assez peu. Donc voilà, je suis vraiment pas inquiet. Je suis plus sur me concentrer sur moi, voilà, me mettre bien pour 2023, me préparer comme il faut, être dans les bonnes dispositions, éviter les blessures, me préparer comme il faut. Et voilà, juste l'envie de matcher, d'aller s'accrocher avec pas mal de gars. Parce que là, justement, tu es en pleine. Bon, là, tu es encore en vacances, mais après, tu vas commencer ta prépa. C'est quoi la préparation d'un joueur de ton niveau avant de partir sur les premiers tournois avant l'Australian Open? Tu peux un peu nous dire? C'est des grosses journées d'entraînement, évidemment. C'est beaucoup de physique, puis beaucoup de tennis. Vraiment, je pense que c'est le moment où il faut mettre du archi spécifique à chaque joueur. Donc moi, ce qui est spécifique, enfin, voilà, ce qui est important pour moi, pour être performant, pour être en forme et voilà tout ce qui va bien pour me permettre d'être dans les meilleures dispositions pour jouer mon meilleur tennis. Et là, c'est le moment de le faire. Moi, je suis pas un adepte des très longues préparations en hiver. J'aime pas faire 5, 6 semaines comme des joueurs le font. Je n'arrive pas à m'entraîner en fait à fond aussi longtemps. Voilà, je pense que je sais pas si c'est mal ou bien, mais c'est comme ça. J'ai jamais réussi à faire plus que 3 semaines d'entraînement en décembre. Et voilà, on est projeté sur 2 semaines et demie. Donc, par contre, ça sera 2 semaines et demie très intenses, mais en général, ça me permet d'être largement suffisamment en forme pour être Mais performant dès tu janvier. te rappelles de cette prépa au milieu d'année ou pas tellement? Ouais, après, c'est plus des rappels réguliers pendant l'année. Quand il y a des semaines d'entraînement, voilà, tous les 2, 3 semaines de tournoi, il y a des semaines d'entraînement avec aussi quelques jours de repos. Mais il y a surtout des semaines d'entraînement. Et sur ces semaines d'entraînement, on met en fait des petites couches dans le travail voilà, pour entretenir tout ce travail vraiment principal qu'on met en décembre. Parce que là, quand tu fais plus d'entraînement, tu fais plus attention encore à ta récup, tu essaies de dormir plus. On sait quand même qu'il y a beaucoup de Ouais. sportifs maintenant qui. Moi, tu sais aussi que je suis un passionné de tout ce qui est lié au sommeil, hein. On sait qu'il y a des gens comme Cristiano Ronaldo qui ont des techniques de sommeil encore particulières, etc. Là, Je connais pas. tu fais des changements aussi à ce niveau-là? Non, ouais, c'est la partie de l'année, je pense, où je fais le plus attention sur mon alimentation, le sommeil aussi, mais j'ai envie de te dire, je suis tellement fatigué que je tombe, quoi qu'il arrive, en fin de journée. Donc, au niveau sommeil, c'est pas hyper compliqué. Le matin, quoi qu'il arrive, je me lève tôt parce qu'on attaque de bonne heure. Donc, je tombe le soir de bonne heure et je suis réveillé tôt par le réveil. Donc, le sommeil, je pense qu'il suit. Il n'y a pas trop de soucis à se faire, mais c'est surtout au niveau de l'alimentation
Et tout ce que je prends à côté, c'est là où tes produits interviennent énormément et me permettent de tenir le coup. Parce que c'est le moment vraiment où je sollicite le corps au maximum et j'essaie de faire les plus grosses réserves tout en ayant le maximum d'aide à côté par tous ces produits qui sont là pour me complémenter et m'aider. Et surtout ne pas casser, ne pas avoir un coup de fatigue, ne pas avoir un muscle qui se tire parce qu'en fait il n'a pas été assez bien chargé, alimenté par tout ce qui est à côté. Donc non, c'est vraiment la partie de l'année où je fais le plus attention au mois de décembre. Je m'autorise presque aucun écart. Là, c'est plus en ce moment où je fais deux, trois écarts, mais là, à partir du début de la préparation, je fais vraiment plus de bêtises et voilà, je suis mon régime même assez précis sur l'alimentation. Bon, je pense que toi, tu es quelqu'un qui a quand même une hygiène de vie qui est particulièrement bonne, hein. Il y a des joueurs français, dont je ne citerai pas le nom, qui n'ont pas tout à fait la même hygiène de vie. Je pense que pour toi, ça fait partie de ce qu'il y a en sportif, en fait. Ouais, je pense être assez sérieux sur l'année en général. Je suis pas un grand adepte de l'alcool, je suis pas un grand adepte du fast-food. Je pense que ça fait du bien de temps en temps. Il faut aussi se faire plaisir et voilà, poser le cerveau par moment et voilà, se boire des bons verres ou un bon petit burger, ça fait du bien. Mais je suis pas le premier non, à partir, on va dire, en cacahuète dans ces délires. Je reste assez sérieux sur mon régime. Ouais, c'est quand même mieux. Parce que pour moi, ce qui est souvent le problème dans le monde du sport d'élite, c'est la récup. C'est-à-dire que les gens s'entraînent beaucoup, ils n'ont pas le temps de récupérer. Chez les jeunes, il y a beaucoup de casse. Et quand même, si on regarde sur le circuit, c'est rare que les joueurs n'aient pas un ou l'autre bobo durant l'année, hein. Ça, c'est quand même assez Ouais, c'est sûr. J'ai envie de dire, c'est quand tu pousses le corps au quotidien, voilà, à son maximum. En fait, si tu tout de suite, si tu fais une ou deux erreurs, en fait, tu le payes cash et ça pardonne pas. Donc ouais, il faut tout mettre en œuvre. Il faut aussi trouver, encore une fois, c'est trouver son chemin, trouver sa façon de récupérer au bon moment. Voilà, ce qui marche bien et moins bien pour chacun. Et voilà, grâce à toi, j'ai réussi à trouver aussi moi ce qui me convient. Donc moi, je suis super content des produits que tu m'offres et toute Donc, la routine qu'on a mis en place. là c'est sûr qu'on a mis en place des routines par rapport aux boissons d'effort, de récup, qui permettent de récupérer beaucoup plus vite, aussi certains compléments alimentaires. Mais tu peux, sans trahir aucun secret, un petit déjeuner d'Arthur, c'est quoi? Écoute, on a déjà discuté pas mal, mais j'ai pas. Tu vas me dire qu'il n'y aura pas assez de protéines, je le sais, tu m'as déjà dit. Mais malheureusement, je suis trop léger en protéines au petit-déj. J'aime bien prendre des flocons d'avoine, idéalement sans gluten, mais je n'en trouve pas forcément. Et tu m'as dit que c'était pas forcément hyper utile. Je prends ça avec du lait d'amande en général, lait de soja, lait de riz. Et puis je mets pas mal de graines bio, que des graines bio, que ce soit des noix du Brésil, noix classiques, amandes, tout ce genre de trucs. Et après, je mets des fruits secs, je mets du raisin sec, abricot sec, tout ça. Et je fais un bon mix. Et en fait, j'ai pas besoin d'une grosse quantité. Mais une fois que je l'ai fini le bol, en fait, ça prend de la place. Le flocon, ça gonfle un peu. Et en fait, ça me tient toute la matinée. Donc, je me sens léger, mais bien calé pour la matinée. Donc je suis plutôt bien sur le petit-déj. Mais toi, c'est intéressant aussi ce que tu dis, parce que finalement, ce qui compte à travers des conseils qu'on peut donner, c'est ce que le joueur a besoin. Nicolas Spiric, qui avait gagné les JO en triathlon, avant ce triathlon, elle a mangé une banane et du chocolat noir et elle est devenue championne olympique. Donc, à un moment donné, il y a aussi des choses qui conviennent On bien. s'habitue, je pense. Ouais. Voilà. Et puis après, comme on disait, peut-être qu'à travers certains bilans, on peut se dire, là, il faut se complémenter en spiruline, là, il faut prendre plus ceci, cela. Mais c'est très Attention, hein. personnel, l'alimentation. Ouais, quand tu me demandais le petit déjeuner, voilà, c'est vraiment ce que je mange, le menu. Évidemment que j'ai pas mal de produits à toi que je prends à jeun dès le réveil. Je Ouais. ne sais pas si tu veux qu'on en discute, mais
Ouais, bah, c'est comme complément, je veux dire, qui a changé pas mal de choses pour toi. Qu'est-ce que tu pourrais… Ah, je prends toujours, ça fait maintenant depuis allez, peut-être 2 ans, et depuis que tu me l'avais conseillé, je prends toujours la spiruline Ouais, à jeun en réveil. Je prends des probiotiques, ouais. des Pro B, et je prends non, comment ça s'appelle Le krill. ouais, le krill, exactement. Ouais. Et Mais je prends le krill. Tout ça avec un grand verre de jus de betterave, ouais. toujours lacto-fermenté. Bah, de nouveau, les probiotiques quand même qui sont très très intéressants, surtout quand on voyage beaucoup, parce qu'on va aussi renforcer le système immunitaire Ouais. via le système nerveux entérique, via l'intestin. Et ça, je pense que c'est vraiment un plus d'avoir ce genre de choses pour des gens qui voyagent beaucoup, parce que ce qu'il ne faut pas oublier chez un joueur de tennis, c'est qu'il y a quand même toujours ces décalages horaires et tout. Et ça c'est très fatigant pour le corps et pour le Ouais, mental. c'est pas évident. Et tu m'avais dit que c'était important de mettre une routine sur ces compléments. Et c'est ce que j'ai fait. Et tu m'avais même dit de prendre un certain temps avant d'attaquer le petit déjeuner. Et, j'essaie souvent de les prendre, même en fait, presque je les prépare avant d'aller à la douche le matin, quand je me lève. Et je les prends, puis je laisse un laps de temps, moins de 10-15 minutes, quoi, que le corps puisse s'en imprégner, parce que tu m'avais dit que je les prenais trop proche du petit déjeuner et que du coup ça faisait pas assez effet, ou enfin, tu m'avais dit quelque chose comme ça. Je crois que j'avais retenu ça, donc j'essaye d'écarter, mais garder la routine, et comme tu l'as dit, partout dans le monde, les décalages horaires, et ça permet, je pense, au corps de vite se fixer sur le nouveau fuseau horaire. Après, un gars comme toi, tiens, je te pose une question, on a à peu près la même taille. À l'heure Ouais. actuelle, avec ton statut, est-ce que tu commences à voyager assez systématiquement en business ou tu restes en économique sur les petits déplacements? Comment tu fais? Parce que quand tu es grand, tu souffres hein, sur des longs trajets. Ouais, tu t'as bien deviné. On souffre bien. Maintenant, non, j'étais allé en Australie l'année dernière en business. Je refais business cette année. Je considère que j'avais décidé de faire l'investissement de me payer un aller-retour en business l'année dernière pour l'Australie. Ça avait porté ses fruits parce que j'avais été très très bien physiquement là-bas. J'avais gagné des matchs, donc j'avais pu me les rembourser, et même plus que ça. Donc c'était tout bénef. Certes, le poignet était arrivé, mais le poignet avait rien à voir avec le physique. Le reste, mes jambes, le cœur, enfin, tout allait super bien. J'étais sûrement dans la meilleure forme de ma vie, je pense, à ce moment-là, euh, si ce n'est le poignet, encore une fois. Mais ça, c'était à côté. Et sinon, non, non, là, j'ai repris un billet en business à nouveau là, pour aller en Australie, parce que je considère que j'ai eu le bon exemple l'année dernière. Tout s'est bien passé, et je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Donc, je l'ai refait cette année pour, espérons-le, être bien physiquement. Et sinon, si jamais j'ai des vols très, très lointains, j'y pense. Et s'il y a des offres, voilà, pas trop chères, mais sinon, non, je vole en économie toujours, lorsque c'est proche Europe, ou même États-Unis, pas trop loin, je suis toujours en économie. Ouais, parce que tu vois, je te pose cette question parce que je me suis un peu pris la tête avec une connaissance qui, pour lui, me parlait des joueurs que dès le moment où tu es top 50, de toute façon, tu es multimillionnaire, etc., etc. Donc, c'est assez amusant. Les Pas gens, toujours le cas. ils ont une vision où ils ne connaissent pas les frais qu'il y a, ils ne connaissent pas les impôts qui sont pris à la source, les impôts que tu repayes après, etc. Et ils vont juste C'est sûr. regarder du price money. Et là, tu peux un peu expliquer pour les gens qui ne connaissent pas que finalement, à la fin, je ne dis pas qu'il ne reste pas grand-chose, mais si tu n'es Non, évidemment. pas top 30, ce n'est pas si simple, quoi. Non, évidemment, alors, faut savoir qu'à partir on va dire, de 150, c'est presque exponentiel jusqu'au numéro un mondial. Et qui dit exponentiel dit très, très exponentiel à partir du top 30, comme tu l'as dit, top 20, top 30. Après ça, évidemment qu'il y a des gros gains, mais qui dit gros gains dit aussi grosses dépenses, parce que tu joues tous les plus gros tournois qui sont aux 4 coins du monde, avec voilà, beaucoup de déplacements, et tu as un staff technique qui est plus élargi, et donc voilà, forcément tout de suite plus de dépenses. Maintenant, souvent par rapport à ce qu'on voit sur les revenus en ligne, sur les tournois, comme monsieur tout le monde va regarder le tableau et voir les revenus, il faut savoir qu'en général, ce qui nous reste, nous, après les dépenses et les taxes, c'est souvent un petit peu moins de la moitié. Donc ça coupe quand même beaucoup, beaucoup du gâteau. Euh, mais encore une fois, on ne peut pas se plaindre. Évidemment qu'on a de la chance dans le tennis d'avoir un sport qui est quand même médiatisé. Ouais, dès le C'est pas le moment numéro où, un, c'est pas dès le le moment foot, où c'est pas, voilà.
c'est dès le moment où Mais tu entres aussi dans les grands chelems, parce qu'avant d'entrer dans les grands évidemment, chelems, je veux dire, la vie d'un joueur, c'est difficile de joindre les deux bouts. évidemment, les 4 grands chelems, c'est le Graal du tennis. Donc, c'est aussi là où les joueurs peuvent commencer à vraiment se verser un salaire et assurer leurs arrières. Ouais, c'est clair. Est-ce que toi, tu as eu aussi, par rapport à, si on reste un peu dans ce domaine-là, des soucis au niveau des parieurs? Nous, on a eu quelques joueurs en Suisse qui ont été menacés, etc. Alors, dans des plus J'ai petits connu, tournois. non, non, j'ai connu des gens, bien sûr. J'ai connu des joueurs. Moi, j'ai été approché plus d'une fois. J'ai jamais, on m'a dit la première fois, on m'a dit, faut surtout jamais répondre. Aucune utilité à tout ça, et j'en ai jamais vu d'utilité. Donc, j'ai toujours, dès que j'ai reçu des choses, j'ai fait option, bloquer, supprimer, merci, au revoir. Alors, j'ai pas pris le temps. Il aurait peut-être fallu que je le fasse, d'envoyer ces contacts ou ces personnes, mais c'est toujours des gens fictifs avec des adresses email fictives. Et de toute façon, j'ai l'impression que personne ne répond jamais. Donc, je pense que c'est pas à moi de faire la police. Je crois qu'il y a une entreprise, une boîte qui s'occupe de faire ça sur le circuit. Mais j'ai toujours fait, voilà, bloquer, supprimer, dégager, merci, au revoir. Comme Ouais. les haters sur les réseaux qui viennent t'insulter après chaque défaite, même après les victoires de temps en temps, ça Oui, c'est tout. c'est Voilà. vrai. Je bloque, je supprime, je dégage, je fais même pas d'importance à ce qu'ils écrivent, je lis même pas les messages, je supprime tout. J'ai pas de temps à perdre avec tout ça. Et la presse C'est non pas plus. super intéressant. La presse, tu lis pas. Enfin, je veux dire, tu restes concentré sur ce qu'il Après, si, faut. si, je fais attention à la presse, je considère que c'est totalement différent. C'est quelque chose qui est important. C'est aussi ce pourquoi le tennis est voilà, mis en avant. C'est grâce aussi à la presse. Donc, non, non, je considère que c'est très important la presse. Maintenant, je fais attention et là, il y a beaucoup plus d'échanges. Et c'est des échanges constructifs dans la presse où on peut dire les choses. Évidemment, faire attention à ce qu'on dit. Faut pas tout de suite s'emballer ou partir dans des mots qu'on contrôle pas et qui peuvent être mal repris. Mais non, ça m'arrive régulièrement de dire la presse. Parce que ça, je fais pas encore la une des journaux ou quoi que ce soit, donc j'ai pas toujours des articles sur moi dans la presse, donc je suis pas enseveli sous les articles, il n'y a pas de souci. Ouais, ça, c'est clair. C'était Séverin Lutti qui me disait entre être numéro 1 ou 2, ça change tout, parce que numéro 1, c'est l'enfer, et 2, on te fout un peu plus la paix. Et je pense que même un gars comme Djoko, il est plus tranquille maintenant à jouer qu'un Alcaraz. Ouais, peut-être, c'est possible. C'est Ouais. possible. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là, qui auraient des questions, qui veulent prendre la parole sur le dernier quart d'heure? On répond volontiers à vos questions. Je vois qu'il y a Isra avec qui j'ai collaboré aussi. Alors, Alain? Oui, bonsoir. Alors déjà, merci pour toutes ces informations. C'est très intéressant. Moi, la question que j'avais, c'était par rapport à la gestion d'une journée quand on est en tournoi. On imagine qu'on a des matchs qui sont programmés à une certaine heure et puis qui peuvent être reportés aussi selon la durée des autres matchs ou d'événements liés au tournoi. Et finalement, comment est-ce qu'on gère l'alimentation et puis la gestion de ces moments qui peuvent être tout d'un coup extrêmement longs et qui peuvent peut-être perturber un planning qui avait été défini au départ? Alors, c'est une question pour Olivier ou pour moi? Non, non, c'est pour toi. Alors, C'est pour moi. pour le joueur, pour toi, ouais. Non, c'est délicat. C'est pas forcément une période que j'adore, moi. Enfin, il y a des moments de la journée que j'adore. Attendre sur ces matchs qui durent, où tu penses que tu vas jouer une certaine heure, et finalement, tu te retrouves vraiment loin derrière, et qu'en fait, tu te mets à grignoter, à grignoter, à regrignoter. Et c'est vrai que moi, j'aime pas forcément ce moment-là. Il faut prendre son mal en patience, faut essayer de déconnecter un peu le cerveau aussi, parce que si tu rentres dans le match trop tôt, tu perds de l'influx. Voilà, après, niveau alimentaire, moi, j'aime pas être lourd sur le cours. Donc, en général, je vais plutôt aller toutes les heures ou à chaque fois que je sens que ça reporte le match à plus tard, remanger du riz ou prendre un petit bout de poulet, mais vraiment rester assez light. Pas, voilà, pas me remettre un repas lourd qui risque d'être mal digéré ou voilà, de m'empêcher d'être vraiment bien et léger sur le cours pour bien courir.
Et les coupures au milieu d'un tournoi de 5-7 où tout d'un coup on a vu Tsitsipas qui s'est fait quand même beaucoup critiquer là-dessus. Tu as le temps d'aller prendre une douche, de manger un truc, parce que là on a tout Non. entendu par rapport à ça. Ouais, non, je sais pas. Après, je sais pas ce que les autres font. Moi, les fois où ça m'est arrivé de prendre ces 6 ou 7 minutes dans les grands chelems, c'était surtout quand j'étais à US Open. Donc, c'est vrai que j'étais trempé, archi trempé de la tête aux pieds. Et que, bah, en fait, tu peux presque plus jouer parce que tu es dégoulinant, tu as des chaussures qui glissent, tu as de l'eau qui sort des chaussures. Et dans ce cas-là, voilà, je prévois d'avoir une ou deux tenues de rechange euh, et même chaussures de rechange. Parce que bah, tu changes les chaussettes, mais tu remets les chaussettes sèches dans des chaussures trempées. Bah, en fait, en deux points, elles sont de nouveau trempées, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc ouais, je prévois les chaussures de change, chaussettes de change, et c'est là où ça prend un peu plus de temps, parce qu'évidemment, souvent, dans les grands chelem, il y a du monde, les toilettes ou les vestiaires sont pas tout à côté. Le temps de rentrer, de repartir, de revenir, ça prend un peu de temps, mais souvent, c'est aussi le moment pour se remettre, refaire une petite remise à zéro très rapide pour repartir de l'avant dans le match qui, en fait, qui est très long, qui est un marathon. Après, il y a aussi un côté tactique, des fois, non, on pensait que Tsitsipas, à un moment donné, ça devient un peu Ouais, systématique, il casse le rythme de alors, l'autre. encore une fois, on sait pas trop je sais pas trop ce qui se passe avec Tsitsipas. Il y en a qui disent qu'il arrive à connecter avec son père, qu'il sort avec son téléphone, que si, que ça. Je vais pas rentrer dans les polémiques, je sais pas du tout ce qui se passe. Mais moi, personnellement, oui, ça permet aussi quelquefois, voilà, encore une fois, de faire une remise à zéro, de se reconcentrer sur le plan de jeu, voilà, de se refocus sur ce qu'il y avait à faire et ce qui a peut-être commencé à être moins le cas sur ces derniers points, ces derniers jeux avant le break et de tout de suite repartir voilà, la tête à l'endroit, on va dire, sur le premier point après la reprise. Ouais, tout à fait. Il y a Israël qui posait la question, avant de partir aux États-Unis, en fait, tu avais un classement ATP ou tu étais un peu Non, monsieur Nobody? Tu n'avais pas de points. non, pas de classement ATP. J'ai peut-être pu marquer un point ou deux, mais enfin, je devais être 1900, 1800, enfin, les premiers classés, on va dire, de l'ATP. Mais, mais j'étais à moins 4-6, moins 15 pour les classements français, pour ceux qui connaissent. J'étais à moins 4-6 ou moins 15 avant de partir aux États-Unis. Et puis, les premiers points, alors, tu les as fait sur des tournois aux États-Unis à travers. Ouais, après, en fait, j'ai peu joué sur mes deux premières années. J'ai peu joué de tournois du circuit, de futur, parce que j'étais concentré sur mes études, sur l'universitaire et tout ça. Et puis, au bout de 2 ans, mon coach m'a dit que je progressais bien. J'ai commencé à entrevoir un peu l'idée de me lancer sur le circuit. Donc, j'ai rejoué l'été, quand je rentrais, en fait, entre mai et août, en France, je me suis remis à faire quelques futurs. J'ai tout de suite passé plus de tours. J'ai fait des demi-finales, des finales. Donc, ça m'a prouvé que je progressais aussi, que mon niveau s'est évolué. Et puis, après ma dernière année, j'ai pris le fall off, comme ils disent là-bas. C'est-à-dire qu'entre septembre et décembre, j'ai pas joué les tournois du universitaire. J'ai joué que les tournois du circuit où l'université m'a permis de les jouer. Donc là, j'ai remarqué encore quelques points. Puis, j'ai fait un ou deux challengers pendant le printemps. Je m'étais qualifié, passé un tour. Donc, en fait, j'ai commencé le circuit, quand je suis passé pro à l'été 2018, j'ai commencé, j'étais à 980, j'étais sous les 1000. Donc, ça m'a permis voilà, tout de suite rentrer dans les futurs, pas passer par les qualifs, pas perdre trop de temps et tout de suite, voilà, Ouais, partir donc, sur en 4 d'un ans, bon pied. c'est une jolie progression, on peut le dire. On peut le dire. Ouais, ouais, il y a toujours mieux, mais il y a toujours moins bien et ouais, je vais m'en satisfaire, c'est sûr. Exactement, il y a toujours moins bien aussi. Alors ça on est bien Ouais, d'accord. c'est sûr. Ouais. Bonjour. Oui, Oui, j'avais une question. Salut Arthur, salut Olivier. J'avais une question, même deux. Alors, je veux savoir quel est le coût pour toi le plus important en dehors du service et le coût que tu as le plus travaillé aux US dans l'université dans laquelle tu étais avec tes entraîneurs. Le coup droit et le coup droit, Le coup droit, ok. tout simplement. Ok. Et autre question, du coup, quand tu côtoies les joueurs un peu en dehors, que ce soit sur le terrain ou en dehors, il y a une particularité ou une qualité, une façon de travailler d'un joueur qui t'impressionne ou tu dis, ah ouais, lui, c'est un dingo, je sais pas, il travaille vraiment un truc spécifique ou un truc un peu hors du commun, quoi. Un joueur qui va marquer pour travailler quelque chose de spécifique ou hors du commun.
trouvais que Sinner, physiquement, fait des exercices qui sortent un petit peu du commun, à l'image un peu de Djokovic aussi. C'est des trucs un peu spécifiques où tu as l'impression qu'il a déjà quelques années d'avance sur les exercices physiques actuels des autres joueurs, j'ai l'impression. Comme quoi, tu peux nous donner un exemple ou pas? Non, je pourrais pas te faire l'exercice là. Je sais même pas. Je pourrais La même pas te dire à quoi souplesse, à ça la sert. mobilité. C'est Mais mobilité. ouais, c'est surtout sur de la mobilité, du renforcement, du gainage, de l'anti-blessure, de la prévention, mais quand même voilà, avec un brin d'explosivité, et de pied, de tout ça, et des espèces d'exercices où je pense que leurs entraîneurs physiques on était d'accord ce point de vue avec mon entraîneur, parce qu'on regarde pas mal. Et c'était tous les deux dit que ouais, ils avaient l'air de toucher leur bille, les deux entraîneurs physiques. Donc, je parle voilà, de Djoko ou Sinner. En tout cas, c'est l'ancien entraîneur physique de Sinner. C'était voilà, des entraîneurs physiques qui avaient l'air de voilà, pas mal s'y connaître et qui avaient même voilà, un brin d'avance sur les autres en termes de modernité dans ces exercices. Ouais. Et par rapport à la tension des cordages, tu vois, dernièrement aussi, tu as eu jouer Manarino, qui je crois, tout le temps à 12-13 kilos. Toi, tu t'en même pas tant que ça, malgré je veux dire, la frappe que tu as. Je pense pas, non, je pense pas être dans les tensions hautes. Je suis à 23 kilos en général, autour de 23 kilos. Après, ça Aussi bien voilà, encore une fois, horizontal que vertical, tu changes ouais, pareil. En 23, Pareil. 23, je passe à 23,5, mais en général, c'est entre 22,5 et 23,5. Ouais. Je bouge très peu dans l'année. Après, ça dépend vachement aussi du matériel que tu utilises, de la raquette que tu as, si elle est souple, si elle est raide, et si ton cordage est souple, raide aussi. Voilà, si je jouais avec une autre raquette, un autre cordage, peut-être que je tendrais beaucoup plus ou beaucoup moins. Donc, c'est vraiment propre au matériel, je pense. En fonction du matériel, on ajuste sa tension. C'est pas forcément le joueur qui marche avec cette tension, c'est le matériel qui marche avec le joueur. Ok, ouais. Un gars comme Alcaraz, il est à combien? Alors, très bonne question, mais je pense que ça doit être un gars qui tend quand même pas mal parce qu'il a une raquette qui est assez raide, un plan de cordage assez gros. Il joue quand même en monofilament, donc je pense que ça doit être plus autour de 25, mais encore une fois, c'est vraiment un vrai devinette, j'ai aucune idée. Il peut être à 18 et puis au cadre. Ouais, voilà, vachement. Après, il a une frappe sèche, donc je pense qu'il faut que ça réponde quand même vite de sa raquette. Donc, je dirais qu'il est plutôt sur une tension un peu plus haute, mais vraiment, j'en ai aucune idée. Et j'avais une autre question, si c'est possible. Oui, bien sûr. Je pensais à tes matchs, par exemple, l'Open d'Australie contre Popirine ou là contre Carreño Busta, qui était assez haletant, assez palpitant. Quel est le match pour toi là, que tu retiendrais dans ta carrière émotionnellement et dans la tension, dans l'adrénaline du match qui t'a le plus marqué dans ce que tu as joué? Ouais, t'en as cité deux sûrement qui sont sur le podium, c'est quasi sûr. Non, celui de Popirine en 5-7 était quand même costaud, surtout que j'avais le poignet, donc j'avais beaucoup on voit pas ça à l'écran, mais j'avais beaucoup de soucis et de douleurs sur ce match. Où j'ai quand même réussi à gagner malgré tout ça. Non, il y a pas mal de. J'ai pas en tout cas en tête d'autres matchs plus difficiles ou plus fous que ça. Mais plus fou que ce tie-break, est-ce qu'à un moment donné, moi qui ai joué à mon niveau au tennis, tu te dis pas, tiens, j'ai envie de vraiment finir, ou tu te dis, tiens, allons encore plus loin dans ce tie-break. Tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement, c'est dingue, quoi. En fait, dès que tu es mené une balle de match, tu te dis, bon, bah, ça y est, là, c'est cuit, c'est fini. Et en fait, tu te dis, mais non, je peux pas lâcher maintenant. J'y retourne. Et en fait, l'énergie du désespoir, et tu retournes le scénario. Et sauf qu'après, bah, c'est toi qui es devant. Et j'ai l'impression que c'est l'autre qui a ce regain de forme, ce regain de je ne veux pas perdre, et qui revient dans le match. Et ainsi de suite. Et à la fin, tu te dis, mais c'est pas possible, ça va jamais se terminer. Et moi, j'avais mis un point d'honneur à aller chercher toutes ces balles de match, quitte à me faire trouer. Et c'était le cas, je me suis fait trouer pendant 6 ou 7 balles de match jusqu'à la bonne, où j'ai réussi à le faire. Mais ouais, c'est un tie-break assez fou. Je ne suis pas sûr d'en revivre un comme ça dans ma carrière. Mais tu vois, quand tu joues la balle, quand tu finis ta volée, tu poses la volée
Par exemple, Roach m'avait dit quand il gagne la finale contre Roddick à Wimbledon, qui doit, à mon avis, pas gagner, hein, et il dit il a une volée haute à faire qui n'est pas très difficile, mais ça lui a paru une éternité jusqu'à ce qu'il tape la balle, quoi. Et là, parce qu'il s'est passé 20 millions de choses. Là, tu peux nous dire un peu ce qui se passe là-dedans? Parce que, je veux dire, tu te dis, non, là, je peux finir, mais tu peux aussi rater une balle comme ça. Ouais, évidemment. Souvent, les coups du tennis les plus faciles sont en fait les plus durs. Surtout dans des situations de tension comme ça. Il peut tout se passer, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que Federer veut dire quand c'est dans ce genre de situation. C'est qu'en fait, il y a tellement d'adrénaline, enfin voilà, le cœur, je pense que le sang, ça pompe à tout va et en fait, bah, tu te vois qui va finir, qui va gagner finalement enfin. Et en fait, bah, tellement ça tourne vite que bah, t'as l'impression que ce moment dure vraiment longtemps. Et que jusqu'à ce que la balle t'arrive dans la raquette, comme si la balle allait 2 fois moins vite dans l'air au final, alors qu'en fait, elle va tout aussi vite, voire même encore plus vite, mais tu as un temps de dingue. Et ce qui fait que quelquefois tu rates ces coups faciles parce que tu as le temps de penser à autre chose ou te déconcentrer. Ou alors, bah, au contraire, ça te permet d'être encore plus appliqué sur la dernière frappe. Mais ouais, c'est une sensation assez particulière. Ouais. Et autre question, merci pour les réponses d'ailleurs, mais quand par exemple, je sais pas, tu as un moment chaud, une balle de break ou un truc, tu te concentres sur des schémas que tu as pré-travaillé à l'entraînement ou tu te dis, ah, OK, le point là, il faut que je le fasse durer, le mec, je le fais jouer, je lui donne pas, ou vraiment tu dis, j'y vais, ou enfin, après, si c'est balle de match, ça peut peut-être être différent, mais sur balle de break, par exemple, je sais pas, tu te dis, Je me concentre sur ce que je sais faire. OK. Sur ce que je sais faire. Mais c'est intéressant aussi ce que tu as dit avant, c'est que tu vas chercher le point. Et en fait, dans le haut niveau, on voit qu'il n'y a plus tellement des joueurs attentistes. Le très haut niveau, il ne peut pas être attentiste. C'est celui qui va chercher Non, ça généralement. c'est sûr. Ça c'est sûr. Et encore plus moi, je pense, avec mon gabarit, avec mon style de jeu, si je commence à essayer de vouloir jouer du fond et pas rater, mettre la balle dans le terrain avec ces joueurs qui sont, voilà, qui sont un peu plus petits que moi, plus légers, sûrement plus endurants, même possiblement aussi dans les échanges, j'ai aucune chance de gagner. C'est comme si tu as une voiture de course qui est faite pour le 1 km et la voiture de course qui est faite pour le rallye pour des centaines de kilomètres. En fait, chacun son domaine. Donc, si j'essaye de rivaliser dans leur domaine, j'ai aucune chance. La chance de gagner, c'est d'être dans le mien et de leur imposer le mien. Alors, certes, ils vont tout faire pour s'y opposer et même me battre à mon propre jeu ou m'emmener dans leur jeu quand moi, je veux les emmener dans le mien. Mais bon, en fait, c'est le rapport de force. Et c'est là où le tennis est super, c'est que y a tellement de différences et de variations dans les styles de jeu, dans les physiques, dans les styles. Ouais, c'est de rester dans ta filière et pas de partir dans la filière de l'autre. C'est toujours cette fameuse difficulté. Ouais. C'est ce qui est passionnant, effectivement. Ouais. C'est ça qui fait le charme du tennis, c'est les variations de tous les joueurs, entre les jeux, les physiques, les prises de balles, tout. Okay. Magnifique. Est-ce que quelqu'un a encore une question, vu qu'on arrive gentiment Moi, j'en ai encore une, mais si… Vas-y. Quelqu'un d'autre, si jamais il y a quelqu'un d'autre. Mais… Ouais, bah c'est ça, justement, j'allais dire si quelqu'un d'autre… C'est Olivier qui décide. Alors moi, non, mais vas-y seulement. Et en dehors des mecs du top 10, un joueur vraiment que tu trouves sous-coté, qui t'impressionne vraiment par son jeu ou par sa rigueur, enfin un truc qui est un mec en dehors du top 10, parce qu'on cite tout le temps les mêmes sinon, mais voilà, un mec un peu moins connu du grand public qui t'impressionne vraiment sur le circuit. T'as quand même Kyrgios, mais Kyrgios, j'ai envie de le mettre dans le top 10 s'il pouvait jouer au moins 6 mois dans l'année. Donc, je vais pas le mettre. Il y a des joueurs qui m'impressionnent beaucoup. Un demi-nord, je trouve. Un demi-nord est très très fort, je trouve, qui joue toutes les semaines, qui est hyper régulier, qui perd rarement sur des joueurs moins forts, qui en inquiète souvent. Après, voilà, un peu plus loin, je trouve que Botic, Van de Sanchuk, ça joue très très bien. Un peu sous-côté, mais je ne serais pas surpris qu'il continue à bien progresser et à monter. Voilà, après, je suis toujours content quand je réfléchis, qu'il fait des bons tournois.
Usler, non? Tu l'avais joué, Usler. Hussler, on s'est joué plusieurs fois. Ouais. Ouais, on s'est Ouais. joué plusieurs fois. On s'est joué plusieurs fois et je l'ai gagné les deux, deux ou trois premières fois. J'ai gagné. J'ai perdu le dernier match là sur le gazon cet été. Parce que Où, pour nous, c'est une surprise, ce gars-là en Suisse. C'est-à-dire que personne ne le ouais, voyait arriver. Maintenant, il est, je crois, 57. C'est un truc de ouais, dingue, quoi. Personne ouais, n'a vu ouais, mais je arriver. suis pas forcément étonné non plus. Je trouve qu'il bosse bien. Il est avec son entraîneur, il fait ce qu'il faut. Voilà, il est dans son truc. Encore une fois, voilà, il utilise ses forces. Il a un jeu voilà, qui est propre à lui-même, il utilise ses forces et je trouve que non, je trouve qu'il fait du bon travail et il a tout pour maintenir le cap voilà, vers ses classements et s'il arrive encore à progresser, à grimper encore un petit peu, je suis sûr qu'il en est capable. Mais j'aime beaucoup Isler, je trouve que c'est un très bon gars et j'espère qu'il continuera. C'est un peu ma génération aussi, on est un peu tous arrivés là, C'est sur, ça. sur les dernières années, donc non, j'aime bien, OK. j'aime beaucoup. Est-ce que quelqu'un encore veut prendre la parole? Encore une question? Parce que Arthur avait quand même la Oui, gentillesse bonjour. de… Oui, on vous Bonsoir écoute. plutôt. Oui, bonsoir. On écoute? Oui, en tout cas, merci. Merci Oli, j'ai beaucoup aimé. Merci Arthur. Ça fait plaisir Merci. de vous entendre. C'est super. Ça, on apprend énormément. Presque plus que passer des diplômes et que avoir plein de papiers. J'ai une petite question pour Arthur. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux juniors? C'est qui sont en train de rêver, d'être passionnés, de vouloir y arriver à ces hauts niveaux. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux juniors? La question est vaste. Je suppose croire en leurs rêves, évidemment. Il faut jouer sa carte à fond. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je pense qu'il faut aussi assurer ses arrières. Je l'ai dit et je le redis. Je pense que dans le tennis, on n'est jamais sûr de rien. Euh, voilà, le pourcentage de joueurs au bout du compte qui gagnent leur vie dans le tennis, il est extrêmement, extrêmement voilà, minime. Donc, il faut pas se leurrer, il faut pas se voiler la face. Bon, c'est pour ça qu'il faut assurer ses arrières. Maintenant, je pense que c'est important de croire en son petit rêve et tout le monde a le droit de rêver. Donc, se donner la chance. L'entourage, il est important, Arthur. Je pense que toi, tu as aussi réussi à mettre un bon entourage. Ça, c'est quelque chose Évidemment, d'essentiel. Pas souvent évidemment, l'entourage. essayer d'avoir un entourage qui est sain. C'est sûr que c'est la meilleure façon de se donner les chances. Maintenant, il faut, si à l'inverse, il n'est pas sain, il faudrait essayer, même étant un junior, pour réussir un peu à s'émanciper et voilà, s'éloigner de ces personnes qui ne sont pas saines, qui ne t'aident pas à la progression en tout cas. Merci, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est sûr aussi que le fait de partir à 18 ans, tu prends énormément de maturité. Et peut-être que certains, il leur manque cette maturité pour comprendre ce que c'est la vie d'un joueur de Ouais, tennis. ça aide sûrement, et c'est pour ça que j'encourage beaucoup de jeunes à partir aux États-Unis parce que c'est une vraie première étape de vie et ça te permet de grandir énormément de maturité. Moi, ça a été le cas en tout cas, et voilà, je le dis souvent, à part être top 5 ou top 10 junior mondial, je pense que la meilleure solution au final est de partir aux États-Unis parce que tu peux y aller pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, ou alors faire tes 4 ans et avoir ton diplôme. Donc, tu n'as pas de pression, tu as tout à gagner, rien à perdre. Clairement, clairement. Et il y a des bourses, aussi une aide à ce niveau-là. C'est quand même Oui, bien intéressant. sûr. Et puis, surtout, ça ne te coûte pas grand-chose. Donc, la famille n'a pas de pression. Toi, tu as tout ton temps pour te donner tes chances et faire ce qu'il faut. Et si je peux me permettre, Oui. et je pense que ces côtés-là, ça peut t'aider à jouer plus mentalement, tranquillement, on va dire, entre guillemets, en sachant que tu as une carrière avec toi et que tu peux oser tenter quelque chose en sachant que derrière toi, voilà. Oui, évidemment. Ça aide. Évidemment, quand je dis assurer ses arrières, c'est savoir que tu joues, tu tentes ta chance sur le circuit. Peut-être que tu ne vas pas y réussir, ça c'est sûr. Mais qu'au moins, tu sais que derrière toi, tu as un diplôme et que tu peux rebondir sur quelque chose d'autre, repartir sur une nouvelle école et un nouveau diplôme, ou alors tout de suite travailler, partir aux États-Unis. Tu parles anglais très bien. Donc je considère que voilà, ça c'est assurer ses arrières et tu te sens que, si ça ne change rien, ça ne changera rien, mais si ça peut changer quelque chose, d'avoir un diplôme avec toi, ça te fera que du bien.
Donc voilà, je trouve que c'est une bonne option. Merci. Merci à toi. Merci Philippe. beaucoup. Bah, écoutez, merci. On va laisser Arthur repartir parce qu'il est en vacances. Donc déjà, il nous a Avec grand plaisir. pied de partager cette heure. Et merci encore beaucoup, Arthur. Merci à toi, Olivier. C'était un grand plaisir. On reste en contact évidemment pour la suite. Yes. Puis profite bien de tes vacances. Et puis merci à vous d'avoir participé et puis d'avoir posé vos questions. Puis à tout bientôt. Bonne fête de fin d'année. Avec plaisir. Merci. Bien. N'exagérez Merci à vous deux. Merci. plaisir. Merci. Bonne Israël. soirée. Salut, Olivier. Merci. Bonne soirée à tous. Merci, Oli. Merci. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Bye bye. Merci. Bonne soirée. Ciao, Arthur. Merci. Bonnes Salut, vacances. T'es là, Olivier? Non.